Bonjour, je suis Chancela, la journaliste des formations. Bienvenue à tous dans cette énième édition de podcast. La dernière fois, dans la lecture du livre Ainsi sonne l'Aigla, les derniers jours du maréchal Mobutu, nous étions en train d'expliquer la création du parti UDPS, l'actuel parti au pouvoir. À l'époque, c'était autour de quelques leaders qui étaient des dissidents du parti État ou le MPR, le parti cher au maréchal Mobutu. Honoré Ngbanda, l'auteur de ces livres que nous partageons avec vous depuis un certain temps maintenant, et d'autres cadres du MPR, en l'occurrence du professeur Vundwa Tepemako, ont été chargés par le maréchal Mobutu d'entamer des discussions avec les dissidents qui avaient formé les partis UDPS afin d'éviter que le MPR coule à cause de la présence désormais de l'UDPS qui s'est rapproché davantage des attentes exprimées par le peuple, des attentes auxquelles Mobutu ne trouvait pas de solutions, pas parce qu'il ne les voulait pas selon l'auteur, mais parce que Mobutu faisait confiance à ses collaborateurs qui n'avaient aucun sens de dévouement aux intérêts du peuple zaïrois à l'époque. On nous explique dans ces livres, ici je l'ai dit la dernière fois avant de continuer, que les dissidents ont créé UDPS. En réalité, l'UDPS était une annonce faite par rapport à l'arrivée du multipartisme plus tard. Mobutu, qui n'avait pas supporté la présence de l'UDPS, avait dépêché des délégués pour aller discuter avec eux afin d'aplanir les montagnes, afin d'aplanir les doutes, afin d'aplanir la confusion entre les dissidents et ceux qui étaient restés au sein du parti. Mais plus tard, on comprend dans la même lecture que Mobutu a fini par céder parce qu'il était ici question d'un camp composé des dissidents qui constituent UDPS, de l'autre camp composé des anciens membres et toujours membres du MPR. Mais le problème qu'il y avait là, c'est que le peuple avait soif. Le peuple était dans la conjoncture. Le peuple était dans une situation sociale catastrophique. Il fallait alors trouver les justes équilibres pour satisfaire d'abord le besoin du peuple, pour éviter à ce que le peuple puisse rallier massivement l'UDPS. Mobutu n'a pas réussi à le faire et a fini par céder. Selon l'auteur, on va comprendre plus par rapport à la lecture d'aujourd'hui. Le président Mobutu céda aux pressions. Voilà. Il ordonna de couper le pont avec nos interlocuteurs. Et nous perdîmes quelques jours plus tard nos postes respectifs sous les prétextes différents. Je fus envoyé à Tel Aviv en juin 1982 pour rouvrir l'ambassade du Zaïre qui était fermée depuis les discours du maréchal Mobutu à la tribune des Nations Unies en novembre 1973. Vundwa Tepemako fut démis de son poste de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il échappa de très peu à la prison sous prétexte de détournement de fonds. Et pourtant, les discussions que nous avions entamées pendant plus de 3 semaines avec Tshisekedi, Liaou, Makanda, Kibasa Maliba, Birundwa, Galula, et Kyungu et consorts avaient connu une très grande avancée. Je suis certain que si les précités ne me contrediront pas lorsque j'affirme aujourd'hui que si ces dialogues avaient connu son aboutissement dans le sens où il évoluait, l'histoire de notre pays aurait certainement pris un autre tournant. J'essaie de comprendre la pensée de l'auteur ici et ça me laisse perplexe. Tout simplement parce que j'essaie de comprendre ce que Honoré Ngbanda dit, que peut-être si les dissidents avaient accepté la main tendue de Mobutu, Laurent Désiré pourrait ne pas arriver avec les Rwandais et les Ougandais, peut-être. Parce que la chute de Mobutu n'a pas seulement été la chute de Mobutu. Tous ceux qui ont vécu à cette époque-là ont cru que comme Mobutu n'est plus là, ce sera Etienne Tshisekedi Wamulumba ou les groupes des 13 parlementaires, tous ces mondes-là, les fondateurs de l'UDPS qui vont devoir prendre les pouvoirs. Mais ça n'a pas été le cas parce que eux, les Mobutistes, eux, les opposants au sein de l'UDPS, tous étaient surpris de voir Laurent Désiré débarquer de nulle part avec le soutien occidental par les billets du Rwanda et de l'Ouganda à l'époque. Les tristes incombles dans ces genres de choses, c'est que ça s'est reproduit encore aujourd'hui. Ça me met mal à l'aise de voir que Mobutu peut-être avait voulu sauver, mais est-ce que c'était les moments opportuns? Parce que ces gens, avant de devenir dissidents, ils étaient d'abord au sein du parti étatique ou du parti État, le parti MPR. Peut-être que si Mobutu les avait aussi écoutés dans leurs revendications au sein de son propre parti, il n'aurait pas créé l'UDPS.
Et du coup, Mobutu n'aurait pas eu besoin de recourir par des intermédiaires pour essayer d'aplanir la tension et de rapprocher à nouveau ces dissidents au parti État. C'est compliqué. Les signes des temps. Très souvent, des protestations ne signifient pas seulement qu'on vous déteste ou qu'on ne veut plus de vous à ces postes-là, mais souvent des protestations ont aussi une démarche de pouvoir vous pousser à vous remettre en cause. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il ne faut pas reculer et revoir autrement les choses? Je ne sais pas. Mais selon l'auteur, c'est que si, à cause de la pression populaire dont Mobutu était victime, si Mobutu n'avait pas cédé et que Mobutu avait laissé ces discussions entre Honoré Ngbanda et Vundwa Tepe-Mako se poursuivre avec les opposants de l'UDPS, peut-être que Laurent Désiré ne serait pas arrivé avec les gens du Rwanda et de l'Ouganda. Bon, je continue avec la lecture. Voilà pourquoi je me vois obligée d'évoquer ici cet épisode non moins important de l'évolution politique du MPR. Il y a eu certes plusieurs autres tentatives dans le même sens de la nôtre au sein des organes du parti État. Mais je préfère parler des faits que j'ai vécus personnellement et dont je peux porter témoignage sans risque de me tromper. Le MPR, qui fut à ses débuts un mouvement de rassemblement des masses populaires autour des nobles idéaux contenus dans les manifestes des Nsélé, a été malheureusement bradé et détourné par des politiciens zélés en un puissant instrument folklorique des danses et des chants à la louange d'un homme, Mobutu. Les fameux groupes d'animation politique s'est transformèrent en pépinières de prostituées pour assouvir les bas instincts des dirigeants du parti État. L'immoralité fut poussée à son comble, jusqu'à promouvoir au poste de responsabilité les meilleurs danseurs et danseuses qui offraient le plus de satisfaction aux dignitaires du parti sous les couverts du critère ô combien flou du militantisme. Waouh! Ça, c'est très important parce que c'est ce que nous vivons quasiment en ce moment où nous parlons. C'est très important. On offre des postes à des gens qui chantent pour notre gloire. On n'offre pas des postes à des gens compétents, ni à des gens qui ont des profils qui ressemblent aux attentes du peuple, malheureusement. On offre des postes à ceux qui chantent en notre honneur, à ceux qui nous glorifient les longues journées dans des médias, mais des gens compétents sont abandonnés. Des gens intelligents, des gens avec des innovations, des initiatives importantes ne font pas partie de ceux qui doivent diriger. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, malheureusement. Mais est-ce que ceux qui dirigent prennent le temps de lire l'histoire ou c'est parce que l'histoire ne ressemble pas à ce qu'on veut entendre, qu'on refuse carrément de pouvoir écouter l'histoire ou de lire l'histoire? Parce que si on lisait au moins l'histoire, on se serait rendu compte que les mêmes erreurs dans les temps de Mobutu se produisent actuellement et il faut absolument s'en débarrasser pour éviter que les conséquences qui ont découlé des erreurs dans les régimes de Mobutu ne puissent avoir lieu aujourd'hui. Malheureusement, c'est tellement triste ces genres de choses, tellement, mais tellement triste. Critère qui a été institué par le comité central du MPR comme condition essentielle pour accéder au poste de commandement et de responsabilité dans la structure du parti et de l'État. La cécité de certains dirigeants radicaux du MPR fut telle que même au plus fort moment de la tension sociale que notre pays a connue après la dynamique déclenchée par la perestroïka, il y a eu des dignitaires du régime pour tenter de convaincre Mobutu de ne pas amorcer les processus démocratiques parce que les partis s'est porté très bien et qu'il fallait garder le cap. Il ne manque jamais des flatteurs. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Même dans la vie quotidienne, quand nous demandons des conseils aux gens d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas parce que nous manquons initialement des points de vue, non. Nous avons nos idées à nous, mais nous voulons juste avoir l'opinion des autres pour voir si notre décision aura quel impact sur l'ensemble des autres qui sont en face de nous, ou ensemble des personnes qui sont en face de nous. En fait, ça ne doit pas avoir lieu. Les collaborateurs sont des collaborateurs que nous, chefs, avons désignés. Ce n'est pas aux collaborateurs de nous dire ce que nous devons faire. Parce que là, c'est clair, il y avait une grogne sociale. Le peuple était sur le point d'envahir les rues. Et au lieu que les cadres du parti réfléchissent à des pistes pour sortir le pays de cette crise sociale,
ils ont essayé d'embrouiller Mobutu, de le distraire pour lui dire « ça vaut pas la peine, tout va bien, les partis vont bien, on n'a pas besoin de démocratie, on n'a pas besoin de chercher les solutions aux problèmes du peuple. Restons dans notre bulle de confiance et de manipulation ou de, je sais pas moi, enrichissement illicite et consorts. » Ah, mon Dieu. Je continue avec la lecture, très chers compatriotes. J'ai décrit avec détail cette situation dans mon livre « La transition aux Zaïre, le long tunnel », chapitre 1. Je vais retrouver cet autre livre. Ça fait déjà 2 livres. Hein. Bientôt, je vais vous communiquer les noms pour continuer à chercher dans l'espoir qu'on les retrouve en tout cas. Qu'on les trouve, j'allais dire. Mais la plus grosse erreur viendra de Mobutu lui-même, qui détruira en un seul jour l'édifice qu'il avait construit de ses propres mains. Ce fut le 24 avril 1990 lorsqu'il prononça du haut de la tribune encelée cette phrase assassine « Je prends ces jours congé du MPR ». Ces jours-là, Mobutu coupa lui-même la branche sur laquelle il était solidement assis. Et sa chute libre fut très douloureuse et lourde de conséquences. Il s'en remettra jamais complètement. Le mal était presque irréparable. Ceux qui lui ont conseillé ces choix doivent certainement mesurer aujourd'hui la gravité de leur erreur. Lui aussi, l'atout majeur qui constituait, ici aussi l'atout majeur qui constituait le MPR à ses débuts, n'a pas survécu aux tempêtes de l'histoire. Faute de discerner les signes des temps, il n'a pas su être amendé ni adapté à l'évolution des circonstances des temps et des événements. L'immobilisme et la sclérose sont des pires ennemis d'une action politique, car ils sont des signes d'une cécité politique dangereuse. Même le MPR a été géré pendant la transition comme l'époque de la Deuxième République, comme à l'époque de la Deuxième République. Le président décidait tout d'en haut, tout seul. Ses alliés politiques attendaient toutes les instructions d'en haut comme des collaborateurs du parti pour les appliquer fidèlement sans même souvent tenir compte des contraintes de la réalité du terrain qui contredisaient souvent les décisions prises d'en haut. D'autant plus que la retraite volontaire du maréchal Mobutu dans son village natal ne lui permettait plus d'appréhender la réalité politique du terrain. Nous y reviendrons en détail. Un jour, lors d'une séance de travail, j'ai fait remarquer au président maréchal Mobutu la nouvelle réalité de la pyramide renversée. Il a écarquillé les yeux et m'a demandé ce que je voulais dire. Alors je lui dis, maréchal, sous la Deuxième République, le système de fonctionnement de l'État porté d'en haut vers le bas, vous étiez le centre réel et ultime des décisions. Vous étiez les catalyseurs des institutions et du parti qui s'est fondé avec l'État. Mais aujourd'hui, l'ordre des choses a été inversé. L'impulsion et les vraies décisions doivent être inspirées de la base vers le haut, où votre rôle principal consiste maintenant à entériner les propositions qui vous sont faites et au besoin à émettre vos observations. Par conséquent, si les conflits des collaborateurs vous étaient bénéfiques dans l'ancien système, aujourd'hui, ils vous sont très nuisibles parce qu'ils vous exposent et vous affaiblissent par la division de votre base politique qui doit plutôt demeurer très unie. Le directeur des cabinets Vundoa appuya cette analyse et insista pour que le président invita sans tarder les différents alliés de sa famille politique qui étaient très divisés par des conflits, internes. Le président y accéda et nous fîmes venir à Gbadolité non sans difficulté les 2 tendances du directoire du MPR ainsi que les 2 tendances des forces politiques du conclave pour tenter une réconciliation entre eux et harmoniser leurs actions politiques sur terrain. Cette séance fut un coup d'épée dans l'eau. Chacun des responsables préférait recevoir ses ordres du maréchal Mobutu directement et par conséquent n'acceptait pas une coordination qui mettrait un écran humain entre
lui, est la source d'argent pour le fonctionnement. C'était cela le fond du problème que personne n'osait soulever ouvertement. J'évoque ici ces quelques faits précis qui sont loin d'être le plus important dans les seuls soucis de montrer que les bonnes intentions et des bonnes initiatives de la Deuxième République sont aujourd'hui décriées non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que les hommes chargés de les appliquer dans les temps et dans l'espace et à tous les niveaux de l'appareil de l'État ne se sont pas donné la peine de les appliquer parce qu'ils n'ont pas su lire les contraintes du temps qui appelait une adaptation rapide et continue des structures et méthodes de travail. Je voudrais ici, par ces quelques cas, rappeler certains faits importants afin de replacer les lecteurs dans les circonstances exactes de notre récit sur les derniers jours du pouvoir du maréchal Mobutu. On saura comprendre la gravité de certaines attitudes qui, si l'on n'a pas à l'esprit les supports historiques des événements. Tout en m'efforçant de faire ces rappels historiques, je n'ai pas la prétention d'exposer dans ces chapitres un travail scientifique sur des longues années de la Deuxième République. Je laisse cette charge aux historiens et je demande donc qu'on ne m'en tienne pas rigueur. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et on va revenir demain pour poursuivre comme d'habitude. Demain, on va continuer avec l'armée de Mobutu. Beaucoup de problèmes qui se sont posés au même moment et Mobutu qui n'a pas su lire les signes qui lui ont été envoyés à travers les expositions de ces différents problèmes pour y trouver des solutions adaptées à des circonstances atténuantes. Tout ça, Mobutu a écouté des collaborateurs et Mobutu a commencé par s'auto-noyer. Et par la suite, le parti a été noyé aussi avec lui et le pouvoir. Je me pose encore la question si ceux qui nous dirigent aujourd'hui lisent cette histoire. Ou peut-être parce que voilà, c'est une histoire d'un dictateur. Voilà, Mobutu ne représente rien pour nous. Nous savons tous qu'il a servi l'Occident. Mais est-ce que ça suffit pour dire qu'on ne va pas lire, on ne va pas écouter, on ne va pas voir? Non, ça ne suffit pas. Parce que si on ne comprend pas qu'il a servi les Occidentaux et que les mêmes Occidentaux l'ont abandonné en dernière minute en lui disant que si tu refuses de quitter le pouvoir, ton cadavre sera traîné dans les rues de Kinshasa. S'ils l'ont fait pour les charismatiques, historiques, leaders incontestés et incontestables de Mobutu, je ne vois pas comment ils ne le feront pas pour nous autres aujourd'hui. Donc c'est très important de pouvoir lire l'histoire, de pouvoir adapter l'histoire aux situations actuelles. Ceci permettra d'éviter les erreurs du passé et de pouvoir prendre des initiatives qui s'adaptent à la nouvelle ère, à la nouvelle situation de notre pays et d'éviter toutes sortes de pièges tendus par ceux qui en veulent aux richesses de notre pays. J'espère que cet extrait vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous pour que cette connaissance soit partagée avec tout le monde et mettez vos avis en commentaire. Nous les lirons et nous reviendrons plus tard avec la suite de ces livres. Merci, à la prochaine.